Covid-19, quatrième vague aux États-Unis. Le variant Delta fait des ravages parmi les personnes non vaccinées. Le nombre d'hospitalisations a triplé en l'espace de quelques semaines. Entretien avec le docteur Frédéric Roche sur cette résistance au vaccin. Les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de commencer, mais contre la volonté d'une majorité de Japonais, sans public et avec un nombre croissant d'athlètes frappés par le Covid-19. Alors, n'aurait-il pas été plus sage de les reporter? Nouveau loisir de milliardaire, un voyage dans l'espace après Richard Branson, patron de Virgin. C'est le tour de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, de s'offrir le plaisir de flotter pendant quelques minutes dans la pesanteur. Tout le monde, toutefois, n'est pas admiratif de leurs exploits. Dolly Parton, la légendaire chanteuse country, prête sa voix et sa fortune à la campagne de vaccination. Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Denis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et Georges Collinet, animateur de notre rubrique Variété. Rebond du Covid-19 aux États-Unis, une augmentation des hospitalisations de près de 140% et une hausse de décès de plus de 30%. Principales victimes, les personnes non vaccinées qui sont beaucoup plus vulnérables aux variants Delta que celles qui ont été inoculées. Nous retrouvons le docteur Frédéric Roche, directeur de Daphné, une organisation d'accompagnement psychologique, pour discuter de cette situation. Frédéric, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Nous savons que vous nous parlez de Paris aujourd'hui après une nuit de vol, donc on va essayer de vous libérer assez rapidement. Première question, vous qui êtes psychiatre, comment expliquez-vous cette résistance incompréhensible à la vaccination de près de 30% de la population vivant aux États-Unis, alors qu'il est prouvé que toutes celles qui ont été vaccinées sont rarement affectées par le variant Delta? Alors, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, sur le plan, je pense que le problème est venu du départ. Au lieu de cette question de santé publique qui était fondamentale dans le monde entier, elle a été très rapidement politisée. Alors, pour les États-Unis, elle a été politisée effectivement par l'ancien président Trump, qui en fait aussi tenait un discours un peu antinomique, parce que d'un côté, c'est une grippette, c'est pas grand-chose, et en même temps, il a injecté beaucoup d'argent au niveau de la recherche du vaccin. Mais il a de suite politisé ça, et il a même accentué cette politisation après son hospitalisation pour le Covid, puisqu'il a été atteint du Covid, et il a ostensiblement montré que un des gestes, que c'était pas grand chose, et ostensiblement montré et médiatisé sur un show dont il est assez doué pour le faire, le retrait du masque. Ce qui est venu en fait un signe politique en fait. Et je vous ferai une petite anecdote comme ça. J'étais avec un de mes enfants qui va à un magasin et qui a oublié de prendre son masque. C'est très récemment. Elle me dit, mince, on va me prendre pour une Trumpiste. Donc voilà, et paradoxalement aussi, à côté de ça, il y a je pense que le discours des démocrates, en fait, a finalement involontairement renforcé aussi ce discours de l'ancien président de politisation de ce problème de question de santé publique, dont le vaccin maintenant, après le masque, maintenant c'est le vaccin qui est devenu l'argument de campagne, si je peux dire comme ça. Alors, Frédéric, l'une des raisons parfois invoquées, c'est que la FDA, la Food and Drug Administration, qui veille à la sécurité des médicaments et des aliments, n'a pas approuvé officiellement les divers vaccins utilisés. Elle n'a accordé qu'une autorisation d'urgence.
Est-ce que c'est une bonne raison pour refuser de se faire vacciner? Non, je pense c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Hein. Donc effectivement, je pense qu'il y a un discours qui est assez. Il y a des erreurs de discours et de communication. Déjà, bon, effectivement, c'est une autorisation d'urgence, ce qui est normal en fait. Dans n'importe quel médicament, les autorisations d'urgence sont données, puis après ils sont validées et confirmées plus tard. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le problème de ce discours des gentils, les vaccinés, et des méchants, les non vaccinés. Donc, ce qui en fait a cristallisé un peu plus, et ça c'est notamment le CDC qui en fait par ses recommandations autorise en disant bah oui, les vaccinés ont le droit de tout faire, les non vaccinés ont le droit de rien faire. Et si on a des problèmes, c'est à cause des non vaccinés. C'est un peu donc stigmatiser un petit peu donc ce qui va cristalliser encore plus cette question politique que j'évoquais tout à l'heure en préambule. Et donc en fait, c'est ce que j'appellerais les anti-vax, sont devenus les chevaliers servants pour défendre les libertés. Et donc, on renforce encore tout ça. Et je pense que c'est pas voilà, c'est multifactoriel, en fait. Ensuite, il y a aussi cette autre question, c'est que c'est un ennemi invisible et on peut pas le matérialiser. Et je pense pour certains, mais finalement, c'est invisible, ça n'existe pas. Joe Biden et son administration ont dénoncé le rôle de la désinformation. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Désinformation jouée par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, Claude. Il a même traité Facebook de tueur, en tout cas d'une plateforme qui incite à cela en laissant les gens s'exprimer, continuer à désinformer. Pour vous donner une petite idée, ce que justement notre cher docteur appelait les anti-vax, ils ont plus de 60 millions d'abonnés sur leurs différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et ils représentent 65% des messages, du moins au niveau de Facebook uniquement, ils représentent 65% des messages anti-vax et cela regroupé sur seulement 12 comptes Facebook. On les appelle les Disinformation Dozen, donc la douzaine de désinformateurs en réalité. Et Facebook refuse de les retirer de leur plateforme et bon, de nombreux activistes pro-vaccin s'en plaignent fortement. Herman, politiquement, est-ce que ce rebond de la pandémie est embarrassant pour Joe Biden? Je ne crois pas, parce que c'est surtout les gens non vaccinés. Et vous voyez, les gens non vaccinés surtout sont dans les États rouges, c'est-à-dire les États où les républicains sont en forte majorité. Donc ces gens-là sont déjà contre Biden. Donc, je crois que ça ne change pas beaucoup. Et Biden parle toujours, il dit il faut se vacciner, il faut se vacciner. Je crois que ça ne fait pas du tort à Biden, à mon avis. Est-ce qu'on doit rendre la vaccination obligatoire? Pour le moment, le gouvernement ne peut pas prendre cette responsabilité, justement pour les raisons mentionnées à Herman, enfreindre les libertés individuelles, mais quand on en arrive à un stade où 30% des gens refusent systématiquement de se faire vacciner, par conséquent mettent en danger la population, est-ce qu'il ne serait pas judicieux? Alors, je vais répondre en fait quelles sont finalement on oblige à avoir un permis de conduire. Si on tient le discours de ne pas rendre obligatoire une vaccination, par exemple, pour protéger les autres. Le permis de conduire, c'est comme si les gens qui veulent pas avoir le permis de conduire disent, en fait, finalement, c'est les piétons qui doivent faire attention. C'est pas à moi qui dois faire attention en conduisant. Donc, je dirais il y a des obligations, peut-être, qui sont nécessaires de faire dans l'intérêt de santé publique. Et comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a occulté complètement la question de santé publique. On l'a de suite politisé. Je dirais que si on veut avoir un discours qui soit porteur au niveau de la vaccination, et pour rejoindre un peu Herman dans un certain sens, c'est ni les politiques qui doivent faire ce discours, ni les autorités médicales, mais je dirais que c'est les autorités spirituelles. C'est
si les autorités spirituelles prennent ça en main et diffusent ce discours qu'il est important de pouvoir se faire vacciner pour soi-même et pour les autres, je pense que ça aura une portée. Maintenant, à mon avis, si c'est les politiques ou les médecins, il n'y aura pas d'effet, effectivement, parce qu'on est trop sur des positions très, très figées. Denis, vous avez une réaction à ce que vient de dire Frédéric? Pas forcément, mais j'ai des clients, un couple marié depuis 20 ans environ. Lui, le mari s'est fait vacciner. Sa femme, elle veut pas. Le mari me dit, oh non, elle est forte, une bonne santé, c'est pas vraiment nécessaire. Quand j'explique ça à ma femme, elle dit, une bonne façon de se divorcer sans se divorcer. Peut-être il a une petite amie. Le comté de Los Angeles, on le sait, vient de réimposer le port du masque, même pour les gens vaccinés. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, Frédéric? Alors oui, parce que je pense que le vaccin ne protège pas à 100%. Et ça, c'est aussi une erreur de discours, effectivement, ou de compréhension de la part publique. C'est que les gens pensent qu'ils sont vaccinés, ils ont le droit de tout faire. C'est-à-dire, on peut lever le masque, on peut plus, pas besoin de se laver les mains, plus rien. Les vaccins sont certes efficaces et réduisent la gravité des pathologies. Éventuellement, si on contracte le Covid, réduisent l'intensité de la pathologie, mais ne couvrent, de mémoire, je ne voudrais pas dire bêtise, mais je crois que le Pfizer couvre 88%, 89% en considérant le variant Delta dedans. Donc, il n'y a jamais 100%. Et je pense, puis dans une autre démarche plus de solidarité, je pense qu'il est plus solidaire de porter le masque, se protège. Donc, moi, je dirais oui pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti. Alors, Frédéric, un point que je voudrais rajouter rapidement sur la question de l'incitation au vaccin. Vous avez parlé de l'incitation de leadership spirituel ou moral, appelons-le comme on veut, mais il y a aussi le secteur privé qui peut aussi mettre de la pression. Aujourd'hui, la NFL, la Ligue de football américain, a annoncé que toutes les équipes qui auraient un problème au niveau d'infection du virus ne devront non seulement s'il y a un pourcentage important de gens qui n'ont pas été vaccinés, eh bien, ils seront pénalisés, les matchs seront annulés, ils seront considérés comme perdants et ils devront payer l'équipe adverse le manque à gagner. Donc, ça va avoir un impact financier énorme. La NFL, on sait que c'est pas la gauche aux États-Unis, c'est en général la droite, parfois même l'extrême droite. Donc, ça bouge. Vous avez vu également que Fox News aussi, ils ont changé un peu de fusil d'épaule. Ils commencent également, il y a un certain nombre d'éditorialistes de Fox News qui commencent à dire il faut aller se faire vacciner. Donc, j'ai l'impression que les choses bougent un peu ces derniers temps. Mais bref, je voulais juste insister sur le fait que le secteur privé aussi peut mettre beaucoup de pression sur les gens. Oui, effectivement, quand je parlais du côté spirituel, je parlais parce que c'était pour toucher un grand nombre de populations. Mais c'est vrai, mais j'ai aussi entendu dire aussi une université qui est passée à la Cour suprême locale, alors je sais plus de quelle université, qui demandait l'imposition du vaccin à ses employés, aux étudiants. Et je pense que si je me rappelle bien, c'est les étudiants qui avaient porté l'affaire en justice et la Cour suprême, je ne sais plus de quel État, a confirmé que le vaccin, c'était pas aller contre les libertés que de se faire vacciner dans cette situation-là. Donc, c'est une question. Je pense que l'important, c'est de ramener cette question de santé publique et la dépolitiser au maximum. Et ça, c'est la complexité. Mais comme je disais tout au début, l'administration de Trump considérait que c'est quand même un problème parce qu'ils ont quand même injecté beaucoup d'argent pour avoir ce vaccin. Si c'était pas grand-chose. Non, c'est l'ironie, c'est que finalement, Trump a été à l'origine du vaccin. C'est vrai qu'il a poussé à son développement. Et une fois qu'il a été développé, il a dit non, ne l'utilisez pas. Merci Frédéric, on va vous laisser aller dormir parce que vous devez être après une nuit de vol. Merci en tout cas une nouvelle fois. Merci à vous tous. Et bonnes vacances en France. Dans un instant, des Olympiades controversées.
Les Jeux olympiques ont commencé à Tokyo, mais il n'y a pas l'enthousiasme qui entoure généralement cette grande rencontre quadriennale. Une majorité de Japonais y sont opposés à cause du Covid-19. Pour la même raison, les stades sont vides et quelques 80 athlètes sont isolés après un test positif du virus. Dennis Beaver, ces Jeux auraient-ils dû être reportés une nouvelle fois, selon vous? Oui, certainement. On doit tout arrêter. C'est vraiment dingue de continuer avec ça. On risque, sérieusement, on risque les vies de ces athlètes ou les gens qui viennent avec. C'est fou de continuer ou d'avoir commencé au départ. À mon avis, on doit dire non, ça suffit. Go home. Hein? C'est tout. René, votre avis? Écoutez, moi, je ne sais pas, ça dépend de sous quel angle on le pose, parce que, bon, le côté réaliste, sachant comment ces questions-là fonctionnent un tout petit peu, je sais quand il y a des sommes aussi importantes engagées, c'est difficile de faire complètement marche arrière, d'annuler complètement. C'est peut-être plus simple, plus réaliste de trouver des formules d'encadrement. Je vous rappelle, les Jeux olympiques, le budget, c'est à peu près 12 milliards 600 millions de dollars américains. Il semblerait même que ce soit le double si l'on considère, parce que ça c'était le budget pour 2020 avant le report, et qu'on serait au double de cette somme. Et vous savez, si le pays organisateur prend l'initiative d'annuler, il est obligé de rembourser le comité international olympique le manque à gagner. Et ce sont des sommes faramineuses. C'est bien pour cela qu'ils ne veulent pas prendre cette initiative au niveau des Japonais, de tout annuler. Bon, en plus de ça, il y a des scandales, vous êtes certainement au courant, au niveau de la direction au Japon, il y a des problèmes de corruption, etc. Donc vraiment, ce sont des jeux qui démarrent dans des conditions très, très difficiles et très particulières. Et la corruption n'est pas seulement au niveau japonais d'ailleurs, mais au niveau de tout le comité olympique international. Et cela depuis toujours, malheureusement, ce qui gâche un peu évidemment le sport, la beauté du sport. Mais comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, les enjeux économiques sont tellement importants que c'est certainement l'une des raisons majeures pour lesquelles les Jeux ont été maintenus. Herman, le sport a souvent été un outil, si je puis dire, un outil pratique utilisé par les diplomates. Et je pense notamment à la diplomatie du ping-pong qui a tout de même mené à un rapprochement avec la Chine sous Richard Nixon. Oui, pendant les années 1970, les États-Unis ne reconnaissaient pas Beijing comme le gouvernement légitime de la Chine. Ils ont reconnu Taïwan. C'était le gouvernement légitime. Et dans l'ONU, les États-Unis ont toujours voté que Taïwan, c'est le gouvernement qui représente la Chine. Mais c'était pas, on pensait, non, il faut faire un changement. Donc, il y avait des associations non gouvernementales chinoises pour faire. Donc, il y avait une invitation pour un jeu de ping-pong. Et ça, c'était tellement populaire que ça a ouvert la porte pour Henry Kissinger et Nixon d'aller en Chine, visiter la Chine sans être critiqué. Et ça a commencé un grand changement dans nos relations avec la Chine. Et une autre chose que je vous demandais, les Jeux olympiques de 1936 se déroulaient en Berlin, en Allemagne nazie, où il y avait Hitler était le dictateur raciste. Il ne cessait pas de faire des discours racistes. Nous sommes la race supérieure, toutes les autres races sont inférieures. OK, l'Amérique arrive avec leur équipe olympiade, avec un noir américain qui s'appelle Jesse Owens. Et il a gagné toutes les médailles. Le 100 mètres, le 200 mètres,
le 400 mètres, le rallye de 400 mètres. Il était le grand champion. Et qu'est-ce que Hitler pouvait dire? Un noir qui est supérieur à tous les Allemands. Donc, ce que vous dites est vrai. Les athlétismes peuvent jouer un rôle dans la diplomatie. Oui. J'ai été surpris séduit par un article sur les Jeux Olympiques par une journaliste du New York Times, à un moment où ces Jeux Olympiques sont si controversés. Elle dit que même si la situation n'est pas idéale, il faut concentrer notre attention sur les athlètes qui ont déjà été privés de cette grande chance l'an dernier et qui se sont entraînés pendant des années pour pouvoir réaliser ce rêve. Aller dans l'espace, c'est peut-être aussi le rêve de beaucoup, mais il n'est pour le moment réservé qu'à une toute petite élite. Nous en discutons après cette pause. Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, les deux rivaux dans la course à l'espace suborbitale, Richard Branson et Jeff Bezos, semblent avoir adopté la devise latine des Jeux. Après la tête brûlée, Branson, 70 ans, et sa capsule Spaceship 2, le plus posé, Jeff Bezos, s'est à son tour envolé avec son frère, une pionnière de l'aviation de 82 ans, Wally Funk, et un jeune garçon de 18 ans. Mais alors que Branson n'a que juste dépassé la frontière de l'espace, atteignant une altitude de 80 km, Bezos, lui, l'a dépassé en s'élevant à 100 km d'altitude. Voilà à quoi jouent les milliardaires. L'opinion et les médias, René, sont toutefois très partagés sur s'ils volent, sur leurs valeurs. Un bel exploit pour certains, un geste d'égotisme et de vanité pour d'autres. Oui, à tel point, Claude, qu'il y a quelques congressmen qui disent que ce serait peut-être une très bonne idée, au fond, de surtaxer ces projets-là, de surtaxer ces vols pour compenser par rapport à un peu, j'ai presque envie de dire, la frivolité morale de l'exercice, mais d'autres plus sérieusement diront compenser par rapport aux effets aussi environnementaux. Vous imaginez le coût, la quantité en pollution que représente chacun de ces vols. Mais là encore, une fois de plus, Claude, on en revient aux questions économiques. Je lisais aujourd'hui que la banque UBS, pardon, en anglais, UBS, ouais, je sais pas pourquoi je le prononce différemment, estime à peu près à 20 milliards de dollars par an le marché que cela peut ouvrir. Surtout, ils se sont basés ils ont utilisé les 250 000 dollars par vol, là, ce qui est les chiffres retenus qui sont les chiffres retenus pour l'instant, et ils pensent que le marché va être un marché extrêmement rentable. Donc, pour des raisons financières, j'imagine qu'on ne pourra pas faire marche arrière. Maintenant, d'un point de vue scientifique aussi, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça peut ouvrir aussi pas mal de possibilités, y compris par rapport à l'exploration, pas seulement de l'univers, mais également de notre propre planète. Denis, je sais que vous êtes de ceux qui disent pourquoi dépenser des sommes astronomiques dans l'espace alors que on a tant besoin d'argent sur la Terre. Et paradoxalement, vous êtes exactement de l'avis du plus libéral de tous les démocrates, Bernie Sanders, qui dit exactement la même chose et qui demande justement, comme il faisait référence René, il faut taxer plus les milliardaires. Mais René, vous disiez, oui, des raisons économiques, mais pour Bezos, par exemple, et même pour Branson, et surtout pour le troisième mousquetaire, Elon Musk, qui lui vise Mars, ils disent, non, Branson, oui, c'est vrai, lui veut créer une sorte d'agence de tourisme spatial, mais
Bezos et Musk, ils disent il faut préparer l'avenir. Peut-être la vie sur Terre va devenir tellement invivable à cause notamment du réchauffement de la planète qu'il faut penser qu'il faut coloniser d'autres planètes afin de pouvoir offrir à l'humanité l'occasion d'aller ailleurs. Oui, un rideau de sauvetage. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne idée de gaspiller. On n'a pas besoin de penser aux pauvres, aux maquis qui vivent dans les rues, hein, qui n'ont pas assez pour nourrir leurs enfants. Il faut l'oublier. Vaut mieux aller dans l'espace. Tout à fait d'accord avec Bezos. Et bon, non, Sanders, il a bien raison. C'est un gaspillage fantastique parmi les autres milliardaires. Pourquoi pas penser aux autres qui ont besoin du pognon que vous avez gagné ou peut-être fauché, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est beaucoup plus sur Terre que là-haut. C'est bien la première fois qu'on verra Denis d'accord avec Bernie Sanders. Le commentaire le plus cinglant peut-être, mais aussi le plus drôle sur ces astronautes de luxe a été écrit par un chroniqueur du Los Angeles Times. Pour lui, le seul avantage scientifique de leur vol est d'étudier le temps qu'il faut pour brûler un trou dans leur portefeuille quand ils possèdent plus que ce qu'ils ne pourront jamais dépasser. Dans cet instant, nous retrouvons Georges Collinet avec l'actualité du showbiz. Dans sa rubrique variété, Georges Collinet nous parle cette semaine d'une chanteuse de country, Dolly Parton, qui a prêté sa voix et sa fortune à la campagne de vaccination anti-Covid. Georges? Oui, en effet, lorsque la grande chanteuse de country music, Dolly Parton, très relaxe, reçut sa première dose de vaccin Moderna à l'université Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, eh bien, elle s'est habillée pour l'occasion, une superbe vareuse avec les manches coupées pour que le médecin puisse injecter sa dose de vaccin. Et puis, d'un seul coup, elle s'est mise à chanter une rengaine improvisée d'ailleurs, adaptée à son grand succès « Jolene ». Traduction de cette rengaine, vaccin, vaccin, vaccin. Je ne vais pas chanter, je vous préviens tout de suite. Je vous en supplie, n'hésitez pas, vaccin, 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 parce que lorsque vous serez mort, eh bien, ça sera trop tard. Bon, alors, Dolly veut que les gens se vaccinent contre le Covid. Elle avait d'ailleurs fait un don de $1 million à l'université Vanderbilt pour aider au financement des recherches du vaccin Moderna. Et malheureusement, malgré l'ironie bon enfant de sa chanson, Dolly Parton n'a pas réussi à convaincre tous les Tennesseans, je crois que c'est un mot comme on appelle les habitants du Tennessee, à se faire vacciner. Alors, les politiciens républicains à la tête de cet État ont réussi à déjouer la bonne volonté de notre superstar, de leur superstar. Et pourtant, Bill Lee, le gouverneur du Tennessee, a bien compris le message de Dolly Parton. Il s'est fait vacciner contre le Covid, mais il a refusé d'être photographié en train de le faire. Et pourtant, en novembre dernier, il avait publié une photo où il se faisait vacciner contre la grippe. Se faire vacciner contre la grippe est plus important que jamais cette année, avait-il déclaré. Je me suis fait vacciner pour protéger mes petites filles qui vont célébrer leur premier anniversaire, mais pas un mot sur leur protection contre la pandémie la plus meurtrière depuis 100 ans. Que dire? Eh bien, 41% des républicains refusent d'être vaccinés. Dolly Parton, elle, a pardonné cette trahison, tout comme elle a pardonné la belle Jolene qui voulait ravir son mari.
Et avec Jolène, version Covid-19 de Dolly Parton, s'achève notre émission. Merci René, Denis, Herman et Georges, sans oublier notre producteur, réalisateur Serge Njamba. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et suggestions et adressez-les-nous à .usa@frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.